Voilà, il est 21 h, nous sortons de l'audience qui a duré donc depuis 14 heures. Si ça pouvait inquiéter, le message derrière, vous dire qu'il a été magistral, c'était grandiose, c'était tragique. Il a tout donné, c'est vraiment un très grand intellectuel français, c'est un très grand chercheur, c'est vraiment un grand littérateur, c'était très émouvant. Et vraiment, ceux qui sont venus, qui avaient la chance d'être présents, je pense qu'ils ne sont pas venus pour rien. Je remercie tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui lui écrivent, tous ceux qui l'aident. C'est pas négligeable. À ce que moi et mon confrère, on ait les moyens de le défendre, le temps que nous ayons le temps de consacrer à ces dossiers. Et encore une fois, je ne peux dire que bravo, il a été extraordinaire. Voilà. S'il y en a qui étaient déprimés, très fort. Voilà. Merci à tous. Bon courage. Bonjour, 3 décembre 2020. Nous sommes donc le lendemain du procès d'Hervé Ryssen qui est incarcéré donc depuis le 18 septembre de cette année. Et bon, qui vous a laissé un message, si vous voulez en prendre connaissance. Pas pour ceux qui le soutiennent, évidemment. Bon. Certainement pas monsieur, là. Bon. Il ne reviendra pas. Et il a eu une audience très importante le 25 novembre concernant son éventuelle mise en liberté. Donc, si l'audience évolue favorablement, il peut être libre sous condition, évidemment, en février. Bon, le problème, c'est qu'en février, il a donc le verdict du procès d'hier qui tombe aussi. Donc, voilà, ils vont pas lui faire de cadeau. Hein. Donc, vous regardez simplement. Hein. On va pas parler à sa place. On parle à la place de personne ici. Hein. De toute façon, voilà. Ça sera en lien. Voilà, donc deuxième chose, donc le procès en lui-même. Ah, donc le procès de 2 décembre 2020. Voilà, donc vous avez des soutiens. Son avocat, donc des jeunes gens, vous voyez, qui sont venus. Bon, après, les gens qui attendent, les parties civiles dans le couloir. Hein. Monsieur Frédéric Aziza, hein, une très bonne surprise. Hein, bonne surprise aussi, présence d'Henri de Lesquin, parce qu'on a été un peu sévère avec lui ici même. Il est venu, hein, bon, Sora lui dit on ne pouvait pas venir, hein, c'est évident. Malgré sa répugnance à porter cet ignoble machin en papier sur la figure. Voilà, donc merci, hein, monsieur Henri de Lesquin, hein. Assistante aussi, on n'en dira pas plus. Enfin, merci aussi hein, d'être venu. Voilà, bon, apparemment. Donc ensuite, ah voilà, donc vous avez les croquis de l'audience. Voilà. Encore monsieur Aziza. Hein. Voilà, donc Hervé Ryssen qui entre dans le prétoire. Voilà, donc enchaîné, bâillonné. Bon, ça donne une image de la justice républicaine. Hein. Voilà. Tant que pour le déroulé de l'audience, on va rien dire. Vous allez regarder, notamment les propos des parties civiles, parce que bon, sinon ça va être incitation, etc., etc. Hein. Donc, mais ils se rendent pas compte. De toute façon, ils se rendent pas compte du degré de tension qu'il y a en ce moment. Ils se rendent pas compte. Hein. Bon, ils se croient encore 5 ou 10 ans en arrière, mais voilà, ils se trompent. C'est très très dommage. C'est dommageable aussi. J'espère que ça tournera pas mal tout ça à la fin. Voilà. Donc à peu près ce qu'on pouvait dire à un moment maintenant, les coordonnées, hein, si vous voulez. Pour lui écrire aussi. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, Soral répond 22. On va l'écouter. Et on le découvre ensemble. Et donc s'il y a quelque chose, des précisions à apporter après, on reviendra après. Voilà.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond. Bonjour Alain Soral, je voulais savoir si tu avais des conseils à donner aux Juifs pour qu'ils aient une meilleure image auprès des nations. Merci, au revoir. C'est une question, je dirais, simple et carrée. Hein. La réponse est aussi évidente qu'ils rejoignent et qu'ils acceptent enfin le Christ. Hein. Je pense que tout le problème vient de là. Hein. Le Christ leur a proposé de rejoindre fraternellement les nations en partageant l'élection et en renonçant à leur destin transitoire d'avant-garde, hein, c'est-à-dire ce qui était l'ancienne alliance. Et je pense que si ils avaient accepté le Christ et accepté la nouvelle alliance, ils se seraient fondus dans les nations, ce qui pour eux d'ailleurs est un drame, mais en réalité ça s'appelle l'amour universel, et tous les problèmes disparaîtraient avec et immédiatement, alors qu'en voulant se maintenir comme nation au-dessus des nations avec un destin manifeste de domination, en plus par des moyens toujours triangulaires, indirects, qui peuvent être donc ressentis comme profondément pervers, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on est inévitablement sur des cycles et des alternances de peuple élu, peuple maudit, élection, dérélection, ce qui se passe dans l'histoire, quand on a l'honnêteté de l'analyser correctement, depuis la fuite d'Égypte, et que d'ailleurs des Juifs instruits et honnêtes comme Bernard Lazare ont parfaitement décrit dans un livre d'ailleurs que nous rééditons, que j'ai préfacé, qui s'appelle « L'antisémitisme, son histoire et ses causes ». Je crois qu'il y a aussi Israël Shahak. Enfin, contrairement à ce qu'on croit, pas mal de Juifs d'élite ont été capables d'une auto-analyse, d'un retour sur eux-mêmes, et ont parfaitement fait cette analyse que je ne fais que reprendre, qui est de dire que le problème que rencontrait cette communauté de façon récurrente était lié quand même à sa position fondamentale par rapport au reste de l'humanité, et que, je dirais, c'est assez facile à comprendre, quoi. Hein. Mais ce qui est étrange d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens de cette communauté refusent de le comprendre, et malheureusement, beaucoup de gens qui sont soi-disant issus de la chrétienté font semblant de ne pas comprendre, alors qu'en réalité, toute l'histoire est là pour nous aider à comprendre. Hein. Voilà, je ne peux pas être plus précis et plus clair. Bonjour Monsieur Soral, voilà, je vous appelle par rapport au futur vaccin du coronavirus. Je voulais savoir quel est votre avis là-dessus et surtout si vous pensez qu'il nous sera rendu obligatoire. Voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt. Je crois qu'il faut comprendre ce vaccin comme faisant partie d'un processus et d'un calendrier. Hein. Le Covid a été lancé d'une manière ou d'une autre afin de nous rendre obligatoire et inéluctable un vaccin universel. Et ce vaccin est bien sûr bien plus qu'un vaccin. Il n'est d'ailleurs pas un vaccin. Il a deux objectifs, surveiller et punir d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire à la fois nous pucer de manière à ce que nous soyons contrôlables, surveillables par ce qu'on appelle la big tech. C'est un peu comme si on intégrait corporellement ce que fait déjà un iPhone, enfin un smartphone, hein, c'est-à-dire de pouvoir nous surveiller, nous loger, nous analyser en permanence. Hein. Et puis il y a une deuxième dimension plus eugéniste, encore plus inquiétante, c'est qu'il semblerait que ce vaccin ARN ait aussi comme fonction de pouvoir déclencher des maladies, hein, et que tout ça s'inscrit quand même dans un projet qui n'est pas du complotisme, hein, qui s'appelle, je crois qu'il y a Horizon 2030, Agenda 21, enfin tous ces scénarios et ces projets qui sont produits par des groupes de réflexion mondialistes. Hein. On en a mis sur le site, et je crois d'ailleurs que le récent documentaire Hold Up y fait allusion. Donc le but de tout ça est quand même de permettre à une petite oligarchie mondiale de garder son pouvoir sur une population mondiale de plusieurs milliards d'habitants par l'alliance de ce qu'on appelle Big Tech et Big Pharma, hein, c'est-à-dire non pas la médecine, mais la maîtrise de la maladie provoquée et une capacité de surveillance, parce que sans cette capacité de surveillance, ils auront du mal à garder le pouvoir. C'était déjà une question que posait Attali
en disant comment 15 millions de personnes peuvent contrôler des milliards d'individus. Il faut des relais, notamment un relais technologique. Donc en fait, il faut comprendre que ce vaccin est l'étape absolument nécessaire pour que ce contrôle mondial et cet eugénisme puissent s'appliquer. C'est pour ça que l'oligarchie, à travers les médias corrompus, ne lâche rien sur la communication du Covid, sur sa pseudo-dangerosité, malgré la résistance de médecins émérites comme Raoult, Toussaint, Perron, Toubiana et d'autres. Parce que si la thèse du Covid ne peut pas être maintenue, le vaccin ne peut pas être rendu obligatoire, et sans le vaccin, il n'y a pas ce qui permet effectivement, je dirais, la domination et le pouvoir final de Big Brother par Big Data, Big Pharma, Big Tech au service de Big Money. On est quand même dans du Big, et que c'est pour ça que la mère des batailles se joue maintenant, parce que dès lors qu'on sera vacciné et pucé, on n'aura plus le contrôle de notre santé et plus le contrôle de notre liberté, notamment d'être, de se déplacer, voire même de penser. Donc c'est cette mère des batailles qui se joue en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que le mot complotisme est rabâché de manière de plus en plus violente, pour interdire aux gens de comprendre le scénario qui a été mis en place, dans quoi nous sommes entrés, puisqu'il s'est opéré, je dirais, sur le plan politique et civilisationnel, pratiquement un saut qualitatif qui s'appelle déjà d'ailleurs le Grand Reset, puisque l'ennemi, en réalité, c'est là on peut dire que ce n'est pas un complot, il n'y a pas de complot, tout est sur la table, il suffit d'aller chercher. Simplement, on fait partager cette vision du monde, cette stratégie et ces informations à une élite complice, et on essaie d'empêcher, on va dire, le peuple et la masse d'y accéder. Et quand elle y accède grâce à des gens comme moi, on essaye de la persuader par la coercition et la fake news généralisée que c'est un discours délirant. En réalité, ce n'est pas du tout délirant, puisque je vous dis, c'est parfaitement argumenté en face. Il suffit de regarder les déclarations des uns des autres et puis d'être capable de lire en anglais les projets pondus par la Fondation Rockefeller, par ce qui se dit à Davos, etc. etc. Voilà. Donc ce vaccin est bien plus qu'un vaccin. Je pense qu'on peut l'apparenter à ce qui est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean du signe de la bête. On pensait que le signe de la bête, c'était le code barre, et en fait, non, visiblement, le signe de la bête, ce qui est dit dans l'Apocalypse de Jean, ce serait ce vaccin nanopuçage qui permettrait effectivement un contrôle, je dirais, terminal sur l'humanité et un contrôle malveillant. Voilà, puisque je vous dis, ça rappelle ce fameux ouvrage d'un des penseurs de la French Theory, Surveiller et punir. Ce vaccin est un moyen de surveiller et de punir et s'inscrit dans le calendrier du Grand Reset, qui est le moyen pour le nouvel ordre mondial de se maintenir et même de se renforcer malgré ces résultats catastrophiques par rapport à l'époque où il se présentait comme la mondialisation heureuse. Maintenant, c'est la mondialisation forcée et c'est la mondialisation dictatoriale et c'est même la mondialisation eugéniste, voire génocidaire. Et quand je dis ça, je me réfère par exemple aux propos absolument pas équivoques d'un Laurent Alexandre, voilà, qui d'ailleurs commence à avoir des ennuis parce qu'il allait tellement loin dans la provocation eugéniste qu'effectivement, il commence à ressentir une certaine colère populaire. Je pense que l'avenir, c'est quand même la colère du peuple. C'est dans cette colère qu'il faut mettre nos espérances. Oui, bonjour Monsieur Soral. Voilà ma question. J'aurais souhaité savoir si vous envisagiez une future émission du type L'heure la plus sombre ou une émission du type Méridien Zéro, voilà, pour débattre des faits d'actualité et autres sujets. Merci et force et courage à vous. Très bonne question, ça va me permettre de répondre par l'affirmative. Oui, nous allons lancer très prochainement, nous sommes déjà en train de la tester, une autre nouvelle grande émission qui s'appellera le Grand Reset d'ailleurs, et qui va se servir de la technologie, je crois, c'est Zoom, enfin une technologie qui permet du multiplex audiovisuel, puisqu'il faut se servir de la technologie. Ça permettra à plusieurs intervenants d'intervenir à la fois de façon audio et à l'image sur les ordinateurs des uns et des autres. Il y aura un animateur et des invités tournants, tous nos experts et nos amis performants dont nous sommes l'éditeur ou pas d'ailleurs. Je pense que vous pouvez deviner les noms assez facilement. Et normalement, c'est une émission qui serait tous les 10 jours et peut-être même après toutes les semaines et qui traiterait de façon globale et analytique et synthétique de tous les sujets. Parce que l'intérêt, c'est de traiter de tous les sujets et après de voir comment
on peut articuler ces sujets pour produire une vision du monde et une analyse projective, enfin essayer de, parce que c'est quand même notre travail, de comprendre vers quoi le pouvoir nous mène et de pouvoir aider à le faire comprendre aux gens qui, eux, sont en permanence matraqués par ces fabriques à fake news que sont devenus objectivement les médias mainstream, les médias dominants. On peut vérifier que ce sont des fabriques à fake news quand on voit le traitement politico-médiatique des élections américaines. J'ai vu là que la couverture de Paris Match mettait le nouveau visage de l'Amérique avec la photo de Biden en couverture comme s'il était déjà élu, alors qu'il n'est pas déjà élu, c'est selon la loi américaine, et que ces mêmes médias passent sous silence la fraude gigantesque qui va sans doute leur valoir des ennuis. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il est absolument nécessaire qu'un média comme Égalité-Réconciliation fasse encore plus de travail face à la monstruosité qui est devenue le pouvoir menteur politico-médiatique. Et donc, cette nécessité va se traduire par cette émission qui arrive là, de façon, dans les jours qui viennent, et qui va s'appeler Le Grand Reset. Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Thibault. J'avais une petite question. On vous a souvent décrit comme quelqu'un de très violent dans votre vie, notamment quand vous étiez plus jeune. Je voudrais savoir quel rapport vous entretenez avec la violence, comment vous la percevez, et est-ce que pour vous la violence, est-ce que c'est un moyen, ou alors c'est, comme vous disiez, c'est justement une conséquence que vous ne contrôliez pas forcément. Bref, je voulais savoir ce que vous en pensiez, qu'est-ce que vous pensez de la violence en grands termes, et aussi vous féliciter pour le combat que vous menez. Voilà, bon courage et force et honneur à vous. Alors déjà, de dire que je suis quelqu'un de très violent, c'est assez faux. Disons que je suis plus violent que ce que sont devenus les intervenants médiatiques de la nouvelle génération, parce que je suis issu d'une génération où il y avait encore un père, je dirais, pré-68ard qui donnait des corrections physiques. Il y avait même des corrections physiques quand j'étais à la petite école, je me rappelle, à l'école, hein, il y avait ça. Donc en fait, moi, ma violence, elle est liée au fait que je suis né avant les années 60, parce que je suis né en 58, et donc j'ai été élevé dans une violence relative, dans la cour de récré, les garçons se battaient, on avait des châtiments corporels, ce qu'on trouvait absolument normal, même si c'était douloureux, et j'ai aussi été confronté à une violence paternelle assez importante, donc je suis né dans un monde, on va dire, relativement violent, comme le monde l'a toujours été, et rapidement s'est posé la question à moi, quand je me trouvais tout seul à Paris à 18 ans, et de gérer la violence extérieure, de gérer la colère, enfin sans doute la violence que j'avais en moi, et je me suis mis très tôt au sport de combat, donc à la boxe, boxe anglaise, boxe française d'abord, puis boxe anglaise, et par ce fait, et puis par le fait aussi que j'étais dans un milieu un peu marginal, j'étais violent comme le sont les gens qui ont mon genre de parcours. Et ça a pu être interprété par des gens qui viennent d'un autre monde, hein, le monde totalement virtuel des médias, le monde de la provocation, jamais suivi de sanctions, des animateurs et des nouvelles générations de politiques. J'ai été considéré comme quelqu'un de violent. Mais en fait, mon niveau de violence s'inscrit, je vous dis, dans une tradition. On peut dire que je suis violent comme sans doute l'était Le Pen quand il était jeune et même dans certaines de ses réactions. Et puis le fait que j'ai fait quand même beaucoup de boxe, puisque j'en ai fait très sérieusement et j'en fais toujours. J'ai même passé, pour ceux qui pensent toujours que c'est pas vrai, j'ai passé en 2004 mon brevet d'instructeur de boxe anglaise et j'ai toujours été dans le sport de combat. Hein, voilà. Donc, je suis quelqu'un de violent au sens traditionnel, hein, un homme qui sait se servir de son corps pour se défendre et qui, normalement, a appris que face à certaines provocations, il était normal de répondre par une forme de violence. Après, il y a des règles d'honneur dans la violence. Hein. J'ai jamais été un voyou, j'ai jamais frappé les femmes, j'ai jamais frappé un homme à plusieurs, donc j'essaye aussi de m'inscrire dans une tradition, on va dire, un peu chevaleresque chrétienne, hein, français sans peur, chrétien sans reproche. Et puis surtout, ce que je vais ajouter pour finir, c'est que la violence, je l'ai surtout subie, c'est-à-dire que j'ai subi une violence politique, psychologique et morale absolument dégueulasse. J'ai été diabolisé, systématiquement diffamé, traîné dans la boue, et j'ai été aussi agressé un certain nombre de fois, menacé un certain nombre de fois par des commandos armés, cagoulés. Encore récemment, vous avez vu des Noirs manipulés venir me menacer de mort jusque chez moi, devant ma porte, dans ma rue. Donc, je suis relativement formé à la violence parce que je mène un combat politique qui m'oblige à faire face à une violence constante. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut
qu'il faut le voir. Donc, dans un monde de violence, j'ai été obligé d'apprendre à me protéger et à me défendre. Et je n'exerce... Ma violence est toujours, je finirai sans doute là-dessus, ma violence est toujours défensive. Hein. Je me défends. Voilà. Bonjour Monsieur Soral. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre travail et votre courage admirable. Question un peu différente et un peu plus personnelle que d'habitude. Quelle qualité physique et morale, surtout, vous attire chez une femme? Et deuxièmement, quel conseil donneriez-vous aux femmes célibataires de 30 ans qui recherchent un vrai homme aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre réponse et bonne continuation. Au revoir. Bon, il y a deux questions. Hein. Qu'est-ce que je recherche chez une femme? Il ne faut pas se mentir, il y a deux qualités chez une femme. Il y a belle et bonne. Hein. Belle, c'est physique, parce qu'il faut que la femme soit attrayante pour des raisons, je dirais, presque animales. Hein. Je rappelle que l'homme doit bander et que pour ça, il y a des attraits qui le permettent et d'autres qui le permettent moins. Et je ne crois pas qu'à moins d'être particulièrement pervers, un homme cherche une femme laide ou une femme qui ne soit pas attrayante. Donc, on aime les femmes belles. C'est-à-dire, on voit bien que toute l'histoire de l'art et du cinéma montre que les artistes, en général, recherchent à peindre, à décrire, à aimer des femmes belles. Alors après, on rêve toujours que la femme belle soit aussi bonne, c'est-à-dire que l'âme ou l'esprit soit en corrélation avec le physique. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des belles salopes et il y a aussi malheureusement des femmes bonnes qui ne sont pas très belles. Et je l'avoue, en tant qu'homme, on n'est pas très généreux de ce point de vue-là. La femme qui a une belle âme mais qui est physiquement moche, en général, on s'en détourne quand même. Hein. Mais ça, je dirais, c'est le côté... C'est la part animale qui est en nous. Donc en fait, oui, ce qu'on cherche, c'est une femme qui est belle de cœur et physiquement belle. C'est ça qu'on cherche et c'est assez rare. Et quand on en trouve une, on s'y accroche. Moi, j'en ai rencontré une dans ma vie, je l'ai épousée et je suis resté marié avec elle 18 ans. Après, la vie nous a séparés, notamment pour des raisons de politique, parce qu'il fallait que je la protège, elle et mon enfant. Mais voilà, hein, je pense que c'est l'évidence, hein, voilà. Les femmes belles et bonnes. Hein. Alors maintenant, la deuxième question, c'est comment trouver un homme aujourd'hui? Alors c'est une question difficile, hein, compte tenu de l'idéologie dominante qui est dévirilisante, démasculinisante. Je pense que si je devais donner un conseil, peut-être aller chercher du côté des hommes qui, par leur métier, puisque c'est fondamental, s'inscrivent dans quelque chose d'un peu traditionnel. Et je pensais aux compagnons. J'avais regardé un documentaire sur les compagnons du Tour de France qui étaient tailleurs de pierre et d'un seul coup, on voyait des vrais hommes avec un beau regard, un physique. Et je me dis, c'est peut-être par les filières professionnelles. Je pense dès qu'on est chez un salarié du tertiaire, on est forcément chez un sous-homme, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des métiers qui dévirilisent à tous les niveaux, hein, physiquement et psychologiquement. Et donc, alors je dirais peut-être pas aller jusque voir chez les agriculteurs de moyenne montagne, bien qu'un berger, ça peut avoir du charme, mais notamment chez les métiers physiques à savoir-faire, hein, notamment les compagnons, charpentiers, menuisiers, tailleurs de pierre, et peut-être que là, il y a des hommes qui d'ailleurs ne sont pas très valorisés par le monde médiatique, hein, parce qu'on donne plutôt la parole à des acteurs et des chanteurs plutôt qu'à des gens comme ça. C'est d'ailleurs une vraie question de fond, pourquoi un acteur et un chanteur auraient quelque chose d'intéressant à dire sur la politique ou sur l'humanité, alors qu'en général, ce sont des hommes que j'ai bien connus qui passent leur temps à attendre qu'on les prenne, hein, ce qui est quand même la définition du sodomite. Hein, et qui sont prêts à faire beaucoup de concessions pour qu'on les prenne en plus. Hein. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi une société demande l'avis de gens qui sont en réalité, et qui étaient considérés dans les sociétés traditionnelles comme en bas de l'échelle, puisque je rappelle que encore sous la monarchie, les acteurs, même si c'était des célébrités, étaient enterrés de nuit et pas religieusement. Hein. On se pose toutes ces questions. Donc, je dis à cette jeune femme, d'abord que je suis divorcé, hein, donc je suis célibataire en ce moment, et puis deuxièmement qu'elle aille voir du côté des compagnons, voilà. Et puis après elle m'en donnera des nouvelles. Bonjour Alain, tout d'abord je tenais à vous remercier sincèrement pour votre travail et votre engagement. Vous êtes le patriote préféré des Français, de tous les Français je ne sais pas, mais le mien c'est sûr. Je voulais simplement vous consulter pour avoir votre avis sur Florian Philippot, qui je trouve en cette période nauséabonde est le seul qui politiquement correspond à mes idées. Je voulais aussi avoir votre avis sur le fait qu'il soit médiatiquement visible pour un dissident entre parenthèses, hein, et ses chances aux prochaines élections. Je vous souhaite longue vie et bonne continuation. Au revoir. Voilà, il y a plusieurs questions, pareil. Alors déjà, je veux dire, Philippot était pour moi
d'un point de vue du positionnement politique, celui qui était le plus proche de moi et le plus proche de ce que je pensais être la bonne ligne pour l'ex-Front National. Donc, j'ai toujours été en bonne harmonie intellectuelle et politique avec Philippot. D'ailleurs, je lui avais offert dédicacé Comprendre l'Empire, et j'ai remarqué aussi qu'il ne m'a jamais attaqué, même quand un type comme Valls lui suggérait de m'attaquer. Donc, il s'est toujours assez bien tenu avec moi, et j'ai toujours trouvé que sa ligne sociale et nationale était plutôt bonne. Après, ce qui me gênait chez lui, c'est son côté gay, c'est-à-dire qu'il soit gay. Bon, déjà, ça pouvait pas me gêner, mais surtout, il cooptait que des homosexuels. Et que Marine faisant la même chose, il n'y avait plus que ça. Voilà. Donc, c'était plutôt ça qui était gênant chez lui, donc plutôt quelque chose de psychologique, parce que politiquement, il était pas mal. De plus, je me rends compte que depuis qu'il est plus lié au Rassemblement national, et depuis qu'il y a eu effectivement la politique du Covid, qui a changé beaucoup de choses, il est un de ceux qui a une ligne, la ligne la plus virulente et la plus respectable par rapport à cette énorme opération dictatoriale. Ses interventions sont très bonnes. J'ai rien à en retrancher, rien à en ajouter. Alors après, la question suivante, c'est pourquoi est-il dans les médias alors qu'il c'est un dissident? Ce n'est pas un dissident, Philippot, c'est un opposant, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que il fait partie de non pas ce qu'on pourrait appeler l'opposition contrôlée, mais l'opposition contrôlable. C'est-à-dire que tant qu'on donne la parole à un type comme Philippot, on ne la donne pas à Soral, et Philippot n'ira jamais aussi loin que moi dans la dénonciation de qui est au sommet de cette pyramide dictatoriale. On le sait très bien, l'ennemi sait très bien qu'il n'osera pas aller jusque-là, en tout cas pour l'instant. Il ira peut-être une fois que j'aurai fait moi le travail et que ce sera moins dangereux, comme les gens qui rejoignaient Pétain en 40, une fois après la défaite. Hein. Mais ils n'auraient pas été sur une ligne de révolution nationale avant ce phénomène majeur. Hein. Voilà. Donc Philippot est sur une très bonne ligne. Il a un peu accès aux médias, comme le méchant de service, parce qu'il vaut mieux donner la parole à un opposant contrôlable, même si je ne le traite pas d'opposant contrôlé. Les opposants contrôlés, c'est encore autre chose. Hein. Je pourrais donner d'autres noms. Il vaut mieux ça que donner la parole à des gens comme moi, et que le stade d'après, c'est moi, quoi. Mais c'est mieux que rien, et j'ai rien à en dire. Alors, j'ai rien de mal à en dire, parce que je peux pas lui exiger qu'il soit d'une même radicalité que moi, puisque moi, je suis obligé quand même de m'exiler, et un type comme Rissen est en prison. Donc, Philippot, il est quand même chef d'un petit parti, il s'inscrit dans la légalité, c'est un énarque, etc. etc. Hein. Alors après, sur les élections, est-ce qu'il a une chance pour les prochaines élections? Je dirais aucune. Aucune déjà par un manque de charisme, à mon avis, et deuxièmement, parce que de toute façon, les élections, on le voit avec les élections américaines, et puis on peut le deviner avec le Covid, les élections seront soit annulées, soit reportées, soit truquées, ce qui revient au même. C'est-à-dire que le système démocratique a déjà été entièrement trafiqué et je dirais annulé par l'oligarchie mondialiste. On le voit avec Trump, hein, il avait gagné, on essaye de lui voler les élections. J'espère d'ailleurs qu'il va réussir à inverser la tendance et à punir, parce que d'ailleurs, grâce à ça, on se rend compte aussi que sans doute Macron était déjà notre Biden. Hein. Je pense que ces machines à voter qu'on est en train de découvrir et d'analyser correctement, elles étaient déjà en vigueur en France, et on est déjà sorti en France depuis Macron des élections démocratiques. Hein. On est dans le vol électoral organisé. Donc, pour finir sur le sujet, je pense que soit les élections sont reportées sous prétexte de risque de cluster, soit elles seront purement et simplement annulées avec une espèce de gouvernement de salut public justifié par le terrorisme islamique organisé, le virus fabriqué et tout ce qui va, et puis peut-être même le réchauffement climatique, pourquoi pas, tout ce qui va avec, et de toute façon de réfléchir en termes d'élections, comme Marine y croit encore, en pensant que si elle fait le maximum de concessions, on finira par lui laisser accéder à la présidence. C'est des gens qui, je le dis, à mon avis, ont un coup de retard sur l'histoire. On est passé dans autre chose. Hein. La démocratie, c'est fini. On le voit aux États-Unis. On comprend, en fait, ça permet de comprendre que c'est fini aussi en France. Et donc, dans ce contexte-là, Philippot n'a strictement aucune chance, pour toutes les raisons que j'ai dites, d'accéder jamais au pouvoir. Mais par contre, dans une période révolutionnaire, il peut effectivement rejoindre
rejoindre la Révolution. Et il y aurait toute sa place parce qu'il a quand même une culture, une faconde et visiblement d'ailleurs un engagement moral, parce que je pense qu'il ne fait pas ça par calcul, hein. Je pense qu'il a réellement une motivation profonde. Je pense que dans une période révolutionnaire, il aurait effectivement toute sa place et moi, je ne serais pas du tout choqué de combattre à ses côtés. Voilà, je finirai là-dessus. Bonjour Monsieur Soral. Alors voilà, vous êtes sur une ligne gauche du travail, droite des valeurs. Alors là, j'aurais une question plutôt sur la gauche du travail. J'aurais voulu votre avis sur la commune de Paris. Événement fort méconnu, fort mal compris dans le milieu national. Et comme là, on va sur les 150 ans de la commune en mars prochain. Là, voilà, j'aurais voulu entendre votre avis là-dessus. Merci bien. Je dois dire que moi, je fais partie d'une tradition de gauche qui a toujours honoré la Commune de Paris. D'ailleurs, à une époque, je me rendais au Mur des Fédérés. Il y avait pas mal plutôt d'anarchistes à l'époque qui y allaient. Et à l'époque, j'étais d'ailleurs bien reçu par ces gens-là, hein. Je vous parle de la fin des années 80. Et j'ai toujours rappelé que la Commune de Paris avait été quand même un sursaut d'honneur. Donc là, il n'y a pas que la gauche du travail, il y a aussi la droite des valeurs, puisqu'en fait, ça démarre du peuple de Paris qui, après la défaite ignominieuse face à la Prusse, refuse de désarmer Paris en rendant ses canons, et ce qui provoque un début d'insurrection. Je rappelle que cette insurrection est réprimée dans le sang par ce qu'on appelle les Versaillais, d'ailleurs un ancien type de gauche rallié à la droite, hein, comme souvent, qui je crois qui est Monsieur Thiers, hein, et que cette répression sanglante, qui a d'ailleurs donné lieu à la semaine sanglante, c'est 20 000 morts en quelques jours, alors qu'on nous parle toujours des 17 000 guillotinés de la terreur soi-disant robespierriste. Donc ça veut dire qu'il y a des morts qui valent plus cher que d'autres, hein. J'ai toujours mis les deux chiffres en comparaison, hein. 20 000 fédérés assassinés en une semaine, c'est rien, c'est une opération de police. 17 000 guillotinés en 9 mois pour des raisons de salut public. Et ben là, ça s'appelle, je sais pas quoi, l'horreur, le totalitarisme et toutes ces sortes de choses. Donc moi, j'honore systématiquement la commune, hein, et je vous dis comme un moment de sursaut de dignité, de virilité du peuple du travail de Paris. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui n'ont pas été tués pendant la semaine sanglante ont été déportés souvent en Nouvelle-Calédonie, et que souvent d'ailleurs les caldoches aujourd'hui qu'on oppose aux Kanaks comme des vilains bourgeois blancs sont les descendants de ces déportés de la commune. Donc comme quoi il faut avoir un peu de culture historique et se méfier toujours des oppositions binaires sans aucun recul, hein, voilà. Donc ça me permettra aussi de rendre un petit hommage aux caldoches dont la vie n'est pas toujours facile à cause de l'idéologie dominante gauchiste, hein, qui est quand même le pire cancer que nous ayons à subir aujourd'hui, et qui d'ailleurs est la conséquence d'un autre cancer dont parler vous mène en prison. Bonjour Monsieur Soral, je suis Bernard Antoine. Je constate qu'en France, l'État a laissé Charlie Hebdo s'attaquer à deux religions que sont le catholicisme et l'islam. De ce qu'il nous est dit, l'attentat de Charlie Hebdo est dû à la caricature de Mahomet, et il y a quelques jours, un prof aurait été assassiné pour avoir fait usage de la même caricature. Les agents du système permettent l'appel à la haine en laissant diffuser ce type de dessin. Que pensez-vous de la mascarade de l'hommage national et de toute la piffrerie organisée suite au décès de ce professeur? Je vous remercie par avance de votre réponse. Je dirais simplement que j'en pense la même chose que vous, et pour les mêmes raisons. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que tout ça s'inscrit dans une politique néoconservatrice à la française, une stratégie de choc de civilisation. Et la bonne question à poser, c'est à qui profite le crime? Qui bénéficie de cette ligne qui pousse à l'affrontement, les Français en colère et les musulmans manipulés? Toujours les mêmes, hein. Il suffit de poser la question à Éric Zemmour, il y répondra encore mieux que moi. Voilà, donc il faut toujours se poser la question de à qui profite une stratégie de l'attention, et aussi qu'une guerre civile est toujours voulue par un tiers et est toujours en défaveur, comment dirais-je, de l'État où elle s'exerce. Il suffit de se rappeler de ce qu'a donné la guerre civile libanaise, de ce qu'a donné la guerre civile yougoslave, et voir d'ailleurs que derrière, c'était à peu près les mêmes, hein, qui ont poussé à ce chaos. Voilà. Alors après, je pourrais rajouter que ce monsieur Paty, c'est triste, parce que finalement, il a exécuté des ordres en tant que bon laïcard de gauche, qui consistait quand même à montrer
un dessin d'un religieux qui est considéré comme le plus grand prophète d'une religion à 4 pattes avec une étoile dans le cul à des gosses de 13 ans. Donc déjà, moi, j'aurais pas apprécié, même en étant catholique. J'aurais pas apprécié. S'il voulait parler de liberté d'expression en classe, il avait d'autres sujets bien plus pertinents, qui étaient de parler de la liberté d'expression de Dieudonné ou de la mienne, qui sont bafouées systématiquement, et plus encore de celle du professeur Robert Forisson, qui a subi une vie de martyr pour essayer d'amener simplement les preuves ou les démonstrations de ce qui pensait être une vision plus circonstanciée de l'histoire récente. Voilà. Donc ce monsieur Paty, je suis de le dire, mais était ce qu'on appelle un idiot utile. Il a été sacrifié. Alors après, moi, j'ai rien vu comme à chaque fois. On nous exhibe vaguement une tête qu'il est interdit de montrer d'ailleurs. On n'a pas vu le corps, on n'a pas vu le disparu. L'assassin, comme par hasard, a été abattu immédiatement, alors qu'on aurait pu le prendre vivant et le faire parler. Donc ça ressemble quand même toujours à ces mêmes opérations qui sentent beaucoup les services, c'est-à-dire l'État profond français et derrière, j'ose le dire, le Mossad. Voilà. On ne voit jamais les corps, les assassins ne sont jamais pris vivants, et on nous demande de prendre pour argent comptant une version officielle qui est systématiquement s'inscrit dans un scénario de choc de civilisation violent qui permet derrière une modification de la loi, une augmentation de la dictature, et toujours au service des mêmes. Il suffit de voir en ce moment ce qui se passe dans les propositions de loi qui sont faites d'ailleurs par le nouveau ministre de la Justice, monsieur Dupont, dit Dupont-Moretti, qui... on travaille sur son dossier en ce moment. Lui, on pourrait presque se demander, quand on voit ses liaisons notamment avec un certain milieu marseillais, si in fine, sa place ne serait pas plutôt en prison. Voilà. Mais il y en a d'autres comme lui. Voilà. Donc effectivement, j'en pense la même chose que vous. Tout ça est de la manipulation sordide avec des gens qui sont sacrifiés parce qu'ils ont été des idiots utiles, des gens qui poussent à la guerre civile pour maintenir leur domination illégitime sur le pays. Et je le dis, tout ça finira mal, et tout ça d'ailleurs a toujours mal fini. Et je suis étonné que ces gens qui prétendent avoir une très longue mémoire et ne soient pas capables de faire une analyse objective de leur longue histoire. Voilà. Ça rejoint un peu la première question qui m'a été posée. Et j'espère, moi, que triomphera enfin la vérité et le bien. Et c'est quand même à ça que je travaille, et c'est pour ça que j'ai tous mes ennuis. C'est parce que par rapport à ce cloaque de mensonges et de violences indirectes, qui est la violence la plus dégueulasse, la violence sans noblesse, la violence anti-chevaleresque, la violence triangulaire, dont parle très bien d'ailleurs Otto Weininger. J'espère qu'un jour on me remerciera d'avoir mené ce travail de vérité, travail pour le vrai et le bien. Voilà, c'est quand même ce qui me motive en dernière instance. Bonsoir Monsieur Soral, je suis Bernard Antoine et je vous félicite pour le combat que vous menez afin d'informer les populations de la situation qui se déroule dans le pays. J'ai une question à propos du coronavirus et j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi va servir le coronavirus quant à l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que ce coronavirus va permettre à l'oligarchie d'utiliser des moyens de vote électronique qui permettraient d'avoir une fraude massive? Est-ce que le coronavirus va permettre à l'oligarchie de reporter ces élections ou alors de mettre en place un plan Marshall? Si vous pouviez nous éclairer sur le sujet, je vous remercie. Ça, c'est la question typique dans laquelle il y a déjà la totalité de la réponse. Moi qui ai été journaliste, j'ai appris à ne jamais faire ça. Parce que, je veux dire, oui, vous avez tout dit, monsieur. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et l'élection Trump-Biden. Et la soi-disant dangerosité du coronavirus a permis à Biden de ne pas faire campagne, ce qui a permis de masquer qu'il n'avait pas en fait d'électeurs et que les foules ne seraient pas déplacées pour ce vieux pédophile mouillé dans tous les scandales de la République depuis 40 ans aux États-Unis. Ça a permis d'élargir la possibilité du vote à distance dans des proportions qui ont permis une fraude délirante. Et c'est d'ailleurs le côté délirant de cette fraude qui risque de permettre à Trump de faire finalement le grand ménage au-delà même de valider son élection. Donc on voit bien que ce qui se passe aux États-Unis est souvent l'avant-garde de ce qui va se passer ensuite en France, enfin en tout cas depuis le XXe siècle. Avant, c'était plutôt nous l'avant-garde du monde, mais on a cessé de l'être depuis un bon moment. Donc effectivement, le Covid va servir à tout ça, à retarder l'élection pour
maintenir, on va dire, un gouvernement de salut public qui est déjà en place au nom de l'état d'urgence sanitaire, et qui ne fait que se prolonger et se renouveler, puisqu'on est encore dedans. Donc, repousser l'élection, supprimer l'élection, et puis sinon truquer l'élection, effectivement, par le vote à distance généralisé. On est en train de découvrir d'ailleurs, grâce au travail que font les équipes de Trump, que les machines qui ont permis de frauder aux États-Unis, elles ont déjà servi en France et qu'elles ont sans doute permis l'élection de Macron. Car je me rappelle que le petit Vincent Lapierre s'était moqué de moi à l'époque parce que j'avais dit que selon mes informations très sérieuses que j'avais ramassées grâce à mes informateurs de faits et documents, qui sont quand même des informateurs très sérieux, à la veille du premier tour, Macron était 4e, et donc il était 4e du premier tour en réalité, grâce au trucage qui sont aussi possibles en France qu'aux États-Unis. On l'avait mis premier, enfin il était face à Marine, même si d'ailleurs il l'avait mis 2e, il était sûr de gagner. Voilà, donc j'espère que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le démantèlement du système de fraude américain, va permettre de comprendre qu'on est aussi dans la même genre de fraude en France, donc déjà comme de façon prospective et même rétrospective. Je pense que Macron a déjà volé l'élection en France. C'est déjà une élection volée, puisque normalement c'était Fillon qui aurait dû être élu. Mais voilà, l'oligarchie n'en voulait pas parce que trop catholique, trop proche des Russes. Et donc on est sorti, là, on le voit aux États-Unis, on est sorti de la démocratie. C'est fini. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, je dirais d'une certaine manière. Il suffit de relire Céline, on sait de quoi la démocratie est le masque. J'ai d'ailleurs expliqué tout ça dans Comprendre l'Empire assez en détail. Donc maintenant, c'est de savoir si, étant donné que le grand reset va avoir lieu, il va falloir savoir si c'est le grand reset de l'oligarchie ou le grand reset des patriotes, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et moi, ce grand reset, je l'appelle, comme j'aime bien parler français, le grand ménage. Donc là, l'avenir, c'est grand reset ou grand ménage. Et moi, je travaille avec mes maigres moyens à ce que ce soit le triomphe final du grand ménage. Ce qui d'ailleurs nous rapproche pas mal de, comment dirais-je, de l'eschatologie monothéiste. Voilà, c'est un peu ce grand ménage pourrait avoir un rapport avec l'apocalypse de Jean. On arrive peut-être à quelque chose qui, pour les religieux, s'appelle la fin des temps, qui d'ailleurs n'est pas la fin de tous les temps, mais la fin d'une séquence historique. On arrive au bout du bout, là, et tant mieux. On va vivre des choses dangereuses, mais intenses. Et finalement, un vrai homme, on en parlait tout à l'heure, doit rêver d'une vie sérieuse et intense. La vie de parasitisme et de loisirs, c'est pour les sous-hommes. Bonsoir Monsieur Soral, votre avis m'intéresse. J'ai 32 ans. Ma mère, qui a à peu près votre âge, m'a fait lire, entre autres, Laborie, Céline, Musil, etc. J'ai lu suffisamment d'auteurs importants pour me faire une idée, en plus de mon expérience personnelle. Ma question, simplement, est la suivante. Comment pourriez-vous expliquer que les gens mauvais, et même excessivement mauvais, et vous comprendrez bien de qui je parle, et qui font autant de mal, acceptent autant de compromis et commettent autant de mensonges, voire parfois de crimes, puissent vivre vieux, en bonne santé mentale et en bonne santé physique, là où moi-même, ou c'est-à-dire le commun des mortels, aurait déjà développé 6 maladies graves et 3 infarctus. Voilà. Écoutez, merci pour votre avis et merci pour votre travail. Au revoir, Monsieur Soral. C'est une question dangereuse et très intéressante, sur laquelle je me suis d'ailleurs beaucoup penché, parce que j'ai eu moi-même affaire à des gens qui avaient ce genre de fonctionnement, de rapport à l'autre, de rapport à la vérité, de rapport au mensonge, et j'ai toujours été très, très étonné et choqué de leur capacité à supporter tout ça sans aucun problème, je dirais, moral, comment dirais-je, qui les aurait submergés. Voilà. Et alors, j'ai trouvé quand même des réponses. Il y a déjà ce qu'on appelle le patriarcat matrilinéaire, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, nous, la mère abusive, le fait que la loi soit transmise par la mère et pas par le père rend cette loi inviolable dans l'esprit de l'enfant, enfin, surtout du petit garçon, et ça donne une espèce de certitude d'être dans la vérité et une confiance en soi qui ferme la porte, je dirais, à la vraie loi critique, qui normalement est transmise par le père. Donc il y a quand même la mère abusive, qui est en fait la conséquence de la matrilinéarité, permet en réalité une espèce d'hyper-narcissisme qui ne laisse pas passer la critique. En général, la critique, c'est le surmoi, c'est le rapport du père au fils. Voilà. Et donc, il faut bien avoir déjà à l'idée que la mère abusive joue un rôle anesthésiant par rapport à la question morale et un rôle, je dirais, fascinatoire par rapport à l'hyper-narcissisme. Et après, en plus, il y a toute une éducation qui va avec. Et alors là, il y a le terme très simple de l'élection.
quand votre mère vous a persuadé que vous étiez le plus beau et qu'en plus vous vous inscrivez dans une communauté dont la religion, c'est-à-dire quelque chose qui est indiscutable aussi, hein, il y a l'inviolabilité de la mère et l'indiscutabilité de la loi quand c'est une loi sacrée, hein, une loi transcendante, qui vous dit que vous êtes des élus avec un destin manifeste et que les autres ne sont pour vous, ne sont pas des autres, ce sont des marchepieds qui ont été mis sur votre chemin pour vous aider à vous élever et que le rapport de domination est un rapport normal. Hein, voilà. Alors après, par les vicissitudes de la vie, se développe une psychologie triangulaire dont j'ai déjà parlé, de Otto Weininger parle très bien, qui consiste à inscrire sa domination fondamentalement dans la manipulation et le mensonge. Hein, donc ça devient une culture. Hein, voilà. Donc vous avez 3 stades. Hein. La mère abusive, la religion de l'élection, plus après une habitude rendue nécessaire dans le rapport à l'autre, parce que sinon, effectivement, ça serait, je dirais, dangereux, enfin encore plus dangereux. Voilà. Donc ça produit effectivement des êtres qui nous paraissent, nous, assez monstrueux. Hein. Je ne vais pas citer d'exemple, mais je sais pas, l'affaire Epstein ou l'affaire Weinstein récemment ont permis de nous en montrer des exemples assez précis. Et puis il y a aussi une théorie dont je ne suis pas sûr à 100%, mais dont parlait Domergue, hein, qui était la circoncision du 8e jour. Ce que ça produisait comme modification et comme ça avait pour conséquence un certain blocage de l'affect. Hein, voilà, ce qu'on retrouve d'ailleurs par ailleurs chez les autistes. Vous voyez, donc c'est intéressant d'ailleurs de voir en ce moment les ponts qu'il y aurait entre ces différents acteurs, ces différents phénomènes. Alors après, là où je veux nuancer, c'est que en réalité, cette personnalité infiniment, on pourrait dire, étrange, est en fait produit une personnalité aussi très torturée. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de suicides et beaucoup de pathologies annexes, hein, notamment de maladies physiques spécifiques, maladies de la peau, maladies nerveuses, sexualité pathologique. En réalité, c'est pas si évident que ça passe comme une lettre à la poste chez certains individus. Je sais pas, il suffit de lire Kafka pour comprendre effectivement qu'il n'y a pas que... Ça peut produire d'un côté le président Shamir ou le général Sharon, et puis de l'autre côté, ça peut produire Kafka, ça produit Simone Veil. Hein. Je ne parle pas de l'avorteuse, hein, je parle de la grande philosophe. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut produire la conversion de la sœur de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ça est caché. En fait, il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de gens qui quittent la communauté, il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément de ce qu'ils sont obligés d'assumer comme être collectif. Et c'est là qu'est l'espoir, hein, quand même. Mais évidemment, c'est caché, puisqu'on est face à des gens dont le principe premier, pratiquement, est la dissimulation. Hein, voilà. Donc, l'espoir, il est quand même là. Hein, je dirais que ces structurations-là en poupée russe produisent de la monstruosité, mais cette monstruosité n'est pas sans effet secondaire. Et beaucoup en souffrent. Et d'ailleurs, pour toujours être dans l'espoir et être chrétien, je tends la main, je le répète, aux gens qui souffrent de tout ça et qui aimeraient rejoindre l'humanité du Christ. Hein. Voilà, la porte leur a toujours été grande ouverte chez moi comme chez tous les chrétiens authentiques. Et je renouvelle cette main tendue. Voilà. Voilà, comme il dit. Bon, alors là, vous aurez minutage un peu approximatif parce qu'on prend au fur et à mesure. Alors, oui, important par rapport à ce qu'il dit à 24-40, vous l'aurez en lien. Vous avez une émission de Philippe Fabrice sur Radio Athéna qui s'appelle La chute de la 5e République. Ah, ça, c'est très intéressant. C'est une mise en perspective historique et vous explique en clair que ça va jouer dans les mois qui viennent. Hein. C'est pratiquement certain, vu la crise monumentale qui a eu en ce moment du fait du Covid-19 et du traitement qui a été fait de cette crise. Voilà, donc 26-50. Alors, il parle de la Commune de Paris. Bon, la Commune de Paris, c'était quand même des principes universalisants. C'était la République a pas repris tout le programme de la Commune. Après, bon, comme il dit, hein, c'était un sursaut d'orgueil. C'était déjà bien qu'il y ait eu ce sursaut d'orgueil, voilà. Et ils l'ont payé cher en plus, hein, les combattants de la Commune. Alors, par contre, soi-disant robespierriste, Robespierre effectivement a combattu les terroristes, les représentants en mission qui abusaient de leur pouvoir, mais il a justifié moralement la terreur. Hein.
c'est quand même le père de la gauche morale. Hein. C'est la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Voilà. Pas forcément du même avis que M. Soral surtout. Hein. Ensuite, donc, ah oui, en 29 minutes, oui, il parle de néoconservateur. Sarkozy, Nicolas Sarkozy était un modèle de néoconservateur. C'était un président néoconservateur, ce qui explique qu'il ait tendu la main à la gauche morale, parce que bon, voilà. Et ce qui explique aussi notamment, ça doit être un discours à Polytechnique, école polytechnique, sur le brassage obligatoire, etc., etc. Bon, voilà, donc, bon. Il y avait son discours officiel, puis il y avait ses intentions à Sarkozy, hein, qui a dit que Macron était lui en mieux. On dira plutôt en pire, mais bon, peu importe. 30 minutes... ah oui, concernant Samuel Paty, apparemment, c'est lui qui a pris l'initiative du support de cours. Hein. Bon, après, on peut en discuter, mais bon, voilà. C'est suffisamment tragique comme ça. Ah oui, toujours concernant Samuel Paty et son assassin. On va essayer de la retrouver aussi. C'est dans les entretiens de Philippe Poncard-Dassac. On voit effectivement qu'il y a une première équipe qui essaie de neutraliser. Il y a une deuxième équipe qui arrive et qui l'abat. Voilà. Donc on va voir ça, hein, si on retrouve. Et enfin, concernant le vote électronique et le vote par correspondance, bon, ils font toute une promotion pour dire que c'est les votes les plus sûrs en ce moment. Ça y va franchement, voilà. Donc ils vont rétablir le vote par correspondance et ils vont généraliser le vote électronique. Voilà en clair le futur qui nous attend. Et merci à vous de votre patience. Et voilà, portez-vous bien. Prenez soin de vous.